Vous écoutez On lit pour vous. L'intérêt national existe-t-il? Une chronique de Philippe Mercure parue le 11 août 2026 dans la presse. J'avoue avoir grincé des dents en apprenant la volonté du gouvernement Carney d'inscrire le nouvel oléoduc entre l'Alberta et la Colombie-Britannique comme projet d'intérêt national. Je ne suis pas le seul à penser que ce tuyau à pétrole, qui coûtera des dizaines de milliards de dollars aux contribuables et qui fera bondir nos émissions de gaz à effet de serre, est l'équivalent d'attaquer les fondations de sa propre maison avec un marteau-piqueur sous prétexte que cela crée de l'activité économique à court terme. Bref, à mon humble avis, à l'heure où on voit nos forêts brûler et notre climat se dérégler, ce projet va à l'encontre des intérêts des Canadiens à long terme. Mais voilà, je conçois parfaitement qu'un Albertain qui travaille et voit sa communauté prospérer grâce à l'industrie des sables bitumineux perçoive les choses différemment, et qu'il puisse considérer ce projet comme bénéfique à l'ensemble du pays pour la richesse qu'il apporte. À l'inverse, le TGV du corridor Québec-Windsor m'apparaît comme servant l'intérêt national. Mais à Fort McMurray ou à Terre-Neuve, on peut le percevoir comme un gaspillage de fonds publics. D'où ma question, comment définir l'intérêt national, cette notion qui justifie l'accélération d'une myriade de projets par le gouvernement Carney? J'en ai discuté avec deux personnes aux vues diamétralement opposées à ce sujet. Dans le coin gauche, comme on dit dans les galas de boxe, André Lecourt, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, il estime que l'intérêt national n'existe tout simplement pas et qu'il s'agit d'une construction politique. Dans le coin droit, je précise que la droite et la gauche ne désignent aucunement des orientations politiques ici, se trouve Robert Asselin. Cet ancien conseiller de Justin Trudeau et de l'ex-ministre des Finances Bill Morneau dirige aujourd'hui U15 Canada, un regroupement d'universités canadiennes. Lui croit que l'intérêt national existe bel et bien, et il en donne une définition bien précise. Vous verrez que tous les deux sont convaincants. Pour moi, la réponse courte à la question, c'est que ça n'existe pas, objectivement, l'intérêt national, lance d'emblée André Lecourt. Il s'agit d'une construction politique. Selon lui, il existe plusieurs versions de l'intérêt national, selon les orientations politiques et le territoire occupé par ceux qui les défendent. Il affirme que c'est particulièrement vrai dans une fédération comme le Canada, où les intérêts des différentes provinces sont encore plus divergents. La joute politique, selon André Lecourt, revient donc essentiellement à débattre de quelle interprétation de l'intérêt national va gagner. Ce que les politiciens font, dit-il, c'est utiliser le concept de nation pour légitimer des politiques publiques qui correspondent à leur vision. Il note que le gouvernement Carney est en mesure de pousser cette notion assez loin puisqu'il est en position de force par rapport aux partis de l'opposition. De plus, l'attitude hostile de Donald Trump a ravivé le sentiment nationaliste canadien, ce qui rend le concept d'intérêt national plus populaire. André Lecourt affirme que c'est cette conjoncture qui permet au gouvernement Carney d'alléger les processus réglementaires et environnementaux pour accélérer les projets qui correspondent à sa vision économique et politique. L'invocation à la nation aide à légitimer des changements importants dans les processus législatifs et réglementaires, affirme-t-il. Je pense que ce n'est pas accidentel, ce vocabulaire-là. Le gouvernement comprend qu'il entame un changement fondamental et va chercher la terminologie la plus puissante possible pour légitimer ce changement. Oui, l'intérêt national existe. À mon avis, l'intérêt national existe bel et bien, dit au contraire Robert Asselin, chef de la direction de U15 Canada. Mais il ne peut pas être réduit à la somme des intérêts régionaux ni à la préférence de la majorité du moment. L'intérêt national renvoie plutôt à ce qui augmente durablement la prospérité, la sécurité, la résilience et la souveraineté du pays dans son ensemble, définit M. Asselin.
C'est précisément parce que ces objectifs peuvent parfois entrer en tension que la politique consiste à arbitrer entre eux. Des projets comme un oléoduc ou un TGV contribuent-ils à l'intérêt national? Oui, je pense que les deux peuvent se défendre au nom de l'intérêt national, répond Robert Asselin. L'oléoduc peut renforcer la diversification de nos exportations, nos revenus et notre résilience économique, précise-t-il. Mais il faut évidemment mettre ces bénéfices en balance avec les coûts environnementaux et la transition énergétique. Quant au TGV, il peut renforcer la productivité et l'intégration du principal corridor économique du pays, tout en soutenant une mobilité moins carbonée. Il tient toutefois à apporter une réserve importante. Ma réserve, dans les deux cas, est la même, dit-il. Un projet n'est pas d'intérêt national en soi. Il le devient s'il s'inscrit dans une stratégie cohérente pour rendre le Canada plus productif, plus résilient et plus souverain. Autrement dit, l'intérêt national n'est pas une liste de projets, c'est une trajectoire, résume-t-il. Je trouve d'ailleurs que c'est un débat que le gouvernement Carney oblige implicitement à avoir. Quels actifs et quelles capacités sont véritablement stratégiques pour le Canada au 21e siècle? C'est une question plus fondamentale que celle de n'importe quel projet pris isolément, ajoute Robert Asselin. L'intérêt national existe-t-il? Comme M. Asselin, je pense que certaines orientations peuvent bel et bien placer le Canada dans une position plus favorable et donc servir l'ensemble des Canadiens. Mais je crois qu'André Lecourt a raison lorsqu'il dit que cette notion est souvent instrumentalisée par les politiciens pour légitimer leur propre vision des choses. Le gouvernement Carney a établi des critères pour déterminer si un projet est d'intérêt national. Mais quand on voit que l'un d'entre eux est de contribuer à la croissance propre et à l'atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait au changement climatique, on peut se demander comment ces critères sont appliqués. Ce qui me semble clair, en tout cas, c'est que Mark Carney fonce à pleine vapeur avec ses projets d'intérêt national, sans que l'important débat de fond sur la nature de ce fameux intérêt ait été mené. C'était « L'intérêt national existe-t-il » Une chronique de Philippe Mercure parue le 11 août 2026 dans la presse. La population québécoise pourrait plafonner à 9,2 millions, un texte de Johanna Saby, paru le 9 juillet 2026 dans Info Bref. Selon des nouvelles projections de l'Institut de la statistique du Québec, après une forte augmentation due au nombre de résidents temporaires au cours des dernières années, la population québécoise pourrait baisser d'environ 50 000 personnes d'ici 2029. Se stabiliser ensuite autour de 9,2 millions au cours des prochaines décennies. L'Institut note que la baisse de population projetée d'ici 2029 ne s'accompagnerait pas d'une baisse des besoins en logement. Ces besoins continueraient de croître au cours de cette période, notamment en raison d'une forte augmentation des besoins en logement collectif des personnes âgées. C'était « La population québécoise pourrait plafonner à 9,2 millions », un texte de Johanna Saby, paru le 9 juillet 2026 dans Info Bref. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août. En 1918, tentative d'assassinat de Lénine. Le dirigeant bolchevique Vladimir Lénine est grièvement blessé par balle lors d'un attentat perpétré par la militante Fanny Kaplan à Moscou. Bien qu'il survive à ses blessures, cet attentat provoque le déclenchement de la Terreur rouge, une vague de répression massive contre les opposants au régime.
Fanny Kaplan sera exécutée quelques jours plus tard sans procès public. Cet épisode marque un tournant dans la radicalisation du pouvoir bolchevique naissant. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août. Rapport sur la pauvreté au Canada. Le cercle des appuis s'élargit pour Action Chômage Côte-Nord. Un texte de Jean Saint-Pierre paru le 1er juillet 2026 dans Ma Côte-Nord. L'organisme Banque alimentaire Canada a publié récemment un rapport portant sur la pauvreté au pays. On y dénonce notamment l'inadéquation entre le système d'assurance-emploi et l'actuel marché du travail. Selon la directrice générale d'Action Chômage Côte-Nord, Lynne Sirois, de plus en plus d'organismes et associations à caractère social et communautaire à travers tout le Canada affirment haut et fort qu'il est grand temps d'entreprendre une réforme en profondeur du régime d'assurance-emploi. Dans son rapport, la directrice générale de BAC, Kirstine Beardsley, affirme que les critères d'admissibilité à l'assurance-emploi sont au cœur du problème, car ils exigent des travailleurs qu'ils accumulent un nombre déterminé d'heures assurables dans un délai fixe. Selon elle, le système d'assurance-emploi désuet représente l'une des plus grandes menaces pour la résilience du Canada, alors que le chômage demeure élevé et que les ménages peinent à suivre le rythme du coût de la vie. Un programme qui date de l'après-guerre. Le programme d'assurance-emploi du Canada a été conçu pour un marché du travail d'après-guerre, explique Lynne Sirois. Ce modèle ne reflète plus la façon dont les choses fonctionnent. Au fil du temps, le marché s'est orienté vers le travail à temps partiel, temporaire et contractuel, tandis que l'assurance-emploi ne s'adresse qu'à une main-d'œuvre de plus en plus réduite qui occupe un emploi stable à temps plein chez un seul employeur. Par conséquent, le programme couvre maintenant une proportion réduite de travailleurs et est de plus en plus hors de portée pour les personnes qui occupent des emplois plus précaires, ce qui a des répercussions disproportionnées sur les travailleurs de l'industrie saisonnière, les jeunes, les personnes handicapées, constate Mme Sirois. Moderniser le régime. Le rapport de Banque alimentaire du Canada conclut que le pays a besoin d'une assurance-emploi moderne pour la main-d'œuvre d'aujourd'hui. Il présente une analyse détaillée de l'état de la pauvreté dans chacune des provinces. Selon ce document, les réformes devraient notamment permettre d'élargir l'accès au régime en établissant un seuil national uniforme d'admissibilité de 420 heures et en instaurant un modèle hybride d'heures et de semaines pour mieux tenir compte des horaires de travail à temps partiel, saisonnier et irrégulier. On propose aussi d'instaurer un seuil minimal de prestations hebdomadaires et de protéger l'accès aux prestations tout au long des événements de la vie. Avec les récentes publications de 2 autres rapports produits eux aussi par des organismes fédéraux, soit le Bureau du commissaire aux travailleurs de la Commission de l'assurance-emploi du Canada et le Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, on constate que le cercle autour des revendications traditionnelles d'Action Chômage Côte-Nord s'élargit de plus en plus au Canada. C'était Rapport sur la pauvreté au Canada, le cercle des appuis s'élargit pour Action Chômage Côte-Nord. Un texte de Jean Saint-Pierre paru le 1er juillet 2026 dans Ma Côte-Nord. Et si votre médicament figurait sur la liste noire 2026? Voici les 89 traitements courants à éviter. Un texte de la rédaction, paru le 1er août 2026 dans Futura Science. Spasfone, Voltaren, Maxillase,
Sirop antitussif. Des médicaments installés dans nos armoires à pharmacie depuis des décennies figurent sur la liste noire d'une revue indépendante. Leur point commun? Une efficacité douteuse face à des risques bien réels. Décryptage sans céder à l'automédication. Chaque année, la revue indépendante Prescrire passe au crible le marché du médicament pour en pointer les dérives, ces traitements inutiles ou trop risqués qui continuent pourtant d'être proposés aux patients. Son bilan pour 2026, publié début décembre 2025, recense 108 médicaments à écarter, dont 89 toujours commercialisés en France. Une précision s'impose d'emblée. Figurer sur cette liste ne signifie pas un retrait du marché, mais constitue un signal de vigilance pour les patients comme pour les soignants. Pourquoi ces médicaments sont pointés du doigt? Le critère retenu par la revue Prescrire est celui de la balance bénéfice-risque. Ces produits exposent souvent les patients à des risques bien trop élevés au regard d'autres traitements disponibles ou à des effets indésirables disproportionnés par rapport à leur efficacité. D'autres posent un problème différent. Ils ne font tout simplement pas mieux qu'un placebo, ce qui rend leur usage inutile, alors même que certains sont vendus depuis des décennies et solidement ancrés dans les habitudes françaises. Le Spasfon, un cas emblématique. Parmi les traitements visés figure le fluoroglucinol, plus connu sous le nom de Spasfon, en vente libre partout en France. Ses effets indésirables possibles sont bien documentés. Réactions allergiques et, très rarement, syndrome de Lyell, une atteinte dermatologique potentiellement mortelle. Son efficacité, elle, reste incertaine pour les douleurs intestinales ou gynécologiques. Le contraste est frappant. Ce médicament n'est commercialisé qu'en France et en Italie, la Belgique ayant cessé sa mise sur le marché dès 2010. Il demeure pourtant l'un des produits les plus consommés du pays. En 2023, près de 26,5 millions de boîtes ont été remboursées par l'assurance maladie. Rhume, toux, des remèdes divers contestés. D'autres traitements très répandus présentent une balance défavorable. C'est le cas de certaines argiles médicamenteuses comme la diosmectite, Smecta, ou l'hydrotalcite, Réniélico, susceptibles de contenir naturellement du plomb, une substance neurotoxique. Quand un médicament est réellement nécessaire, Prescrire suggère de privilégier des alternatives sans argile comme le Gaviscon. Les sirops antitussifs ne sont pas épargnés. L'oxomémazine, Troplexil, provoque somnolence et autres effets indésirables, tandis que l'ambroxol, Muxol, expose à des réactions anaphylactiques ou cutanées parfois sévères, sans faire mieux qu'un placebo. Nouveauté 2026. Le Gefapixant, l'Ifnua, récent traitement de la toux chronique, rejoint la liste. Son efficacité est jugée modeste face à des effets indésirables fréquents, notamment d'importants troubles du goût, mais aussi des infections respiratoires ou des calculs urinaires. En cas de toux, si l'on souhaite vraiment prendre un médicament, la revue oriente plutôt vers le dextrométhorphane, bien qu'il comporte lui aussi des limites. Maux de gorge et douleurs articulaires. Face aux maux de gorge, les pastilles paraissent une évidence. Pourtant, l'alpha-amylase, maxillase, ne montre aucune efficacité clinique solide et expose à des réactions allergiques parfois graves. Pour les désagréments de l'hiver, Prescrire recommande plutôt le miel, l'eau sucrée, les confiseries à sucer ou du paracétamol en cas de douleur intense. Côté articulation,
les anti-inflammatoires non stéroïdiens partagent tous des effets indésirables digestifs, cardiovasculaires ou rénaux. Parmi les plus problématiques, l'acéclofénac, Carprex, ou le diclofénac, Voltaren, augmentent le risque de mortalité cardiovasculaire. Les myorelaxants, comme Miorel, n'apportent souvent pas plus qu'un placebo, quand le méthocarbamol, Lumirelax, expose à des troubles digestifs et cutanés. Nouveauté 2026, la chondroïtine, chondrosulf, très utilisée dans l'arthrose, rejoint la liste pour absence d'efficacité et risques allergiques, rejoignant la glucosamine déjà déconseillée. La revue oriente ici vers le paracétamol, l'ibuprofène ou le naproxène, utilisés ponctuellement et à la dose minimale efficace. Antidépresseurs, la prudence s'impose. Certains antidépresseurs figurent aussi dans cette liste. L'agomélatine, Valdoxan, n'a pas fait mieux qu'un placebo dans les études, tout en exposant à des hépatites, pancréatites, risques suicidaires ou réactions cutanées. Le citalopram, Séropram, et l'escitalopram, Séroplex, comportent quant à eux un risque accru en cas de surdosage par rapport à d'autres médicaments de la même classe. Sur ce point précis, une mise en garde est essentielle. Un traitement antidépresseur ne doit jamais être arrêté ou modifié de sa propre initiative. L'interruption brutale peut avoir des conséquences sérieuses. Seul le médecin prescripteur peut évaluer la pertinence d'un changement et organiser, le cas échéant, une transition adaptée. 2 autres ajouts en 2026. La liste s'enrichit enfin de 2 nouveaux venus. L'andexanet alpha, Ondexia, utilisé en milieu hospitalier pour contrer certaines hémorragies graves, est pointé pour un risque thromboembolique important, bien qu'il ne soit pas commercialisé en ville. Le second concerne la ménopause. Le fézolinétan, Veoza, tout récent traitement non hormonal contre les bouffées de chaleur, peine à démontrer un bénéfice significatif, tandis que la revue signale des atteintes hépatiques parfois graves. Un rappel s'impose pour finir. L'automédication comporte des risques, et l'avis d'un professionnel de santé demeure indispensable pour choisir un traitement réellement utile, efficace et sûr. Cet article ne constitue pas un conseil médical et n'invite pas à interrompre un traitement en cours. Si l'un de ces médicaments vous a été prescrit, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant toute décision. C'était « Et si votre médicament figurait sur la liste noire 2026 », voici les 89 traitements courants à éviter, un texte de la rédaction, paru le 1er août 2026 dans Futura Science. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août. En 1937, fondation de Toyota Motor Company. L'entreprise Toyota Motor Company est officiellement enregistrée au Japon, née d'une scission du département automobile de l'entreprise textile Toyoda. Fondée par Keiichiro Toyoda, elle se consacre dès lors entièrement à la production de véhicules automobiles. L'entreprise deviendra au fil des décennies l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Son système de production, fondé sur l'amélioration continue, influencera durablement l'industrie mondiale. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août.
Partez sans moi, une chronique de Laetitia Forgeau d'Arc, parue le 30 juin 2026 dans Ombre et Lumière. Il y a les Haussiens, il y a les juilletistes, m'apprend une publicité entendue à la radio. Il y a surtout les autres, ceux qui ne partent ni en juillet ni en août. En ces jours de grande transhumance estivale, je repense à cette première fois, ce départ où il n'a pas voulu venir avec nous. Ce souvenir d'été a été précédé lui-même d'épisodes douloureux, qui ont empêché de vivre des vacances familiales pendant plusieurs années. Il faut rappeler que les débuts de la schizophrénie sont assortis à beaucoup de tumultes, de conflits et d'incompréhensions. Cet été-là représentait un nouveau départ, car nous commencions à retrouver un semblant d'équilibre. Je rêvais légitimement de retrouvailles familiales, et j'avais concocté un séjour italien dans une petite maison ombrienne. Non loin de là, la jolie ville de Pérouse accueillerait nos virées, assorties d'incontournables gélatis. Nous voilà donc sanglés dans la voiture, coincés entre les sacs et les vivres pour presque 1000 km de route, avec une première étape pour passer prendre Paul, qui n'habite pas loin de chez nous. Il n'est pas devant la porte comme convenu, et sa voix, pourtant ensommeillée, répond fermement à notre appel. « Partez sans moi, je ne suis pas prêt. » Coup de tonnerre dans mon cœur de mère. On part tous ou pas du tout? Hors de question d'en laisser un derrière. Nous sommes partis, sans Paul et avec beaucoup de peine pour moi. La semaine a été savoureuse, bien sûr, mais il m'a fallu ce temps de pause, de joie et de repos pour comprendre ce qui s'était joué là. La maladie de mon fils, si elle ne se voit pas, est bien réelle et se traduit par de nombreuses incapacités. Se faufiler au milieu de foules de touristes inconnus est une torture. Rester serré des heures dans l'habitacle d'une voiture est impensable. Et les neuroleptiques n'aiment pas la chaleur. Consciemment ou non, Paul a-t-il voulu épargner les désagréments de ses propres difficultés à ceux qu'il aime? Je ne sais pas, mais il a pressenti que c'était mieux ainsi. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour s'arrêter, à sa façon à lui. Je cite ici l'Ecclésiaste, mais je me souviens surtout du commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non pas comme tu l'aimes toi, mais comme j'aimerais que l'on m'aime complètement avec ce que je porte, ce que je peux ou ne peux pas faire, ce que je suis. C'était Partez sans moi, une chronique de Laetitia Forgeau d'Arc, parue le 30 juin 2026 dans Ombre et Lumière.